Bienvenue à cette toute nouvelle édition. J'espère que vous allez bien. On entre dans ce dernier sprint avant le temps des fêtes. Ben oui, parce que moins d'un mois qu'on a traversé tout récemment avec les achats des fêtes, la frénésie, plusieurs sujets en ce sens. Et puis avec aujourd'hui Léon Bigot-Mercier qui nous invitera à consommer québécois avec des produits frais, des paniers bio. Louis-Philippe Lemay, je parlais de temps des fêtes, les parties de bureau qui reviennent en présentiel, donc service de raccompagnement avec Nez Rouge qui est là. Ça vous tente de faire la mascotte? En tout cas, vous allez apprendre plusieurs anecdotes. Si vous faites Nez Rouge en tant que bénévole, toute une expérience que vous pourriez vivre un peu plus loin, vous comprendrez. Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler de cinéma. Claude Rivet vient nous parler du domaine de l'emploi sur le territoire de la ville de Laval. Et tout d'abord, on se met en forme avant le temps des fêtes, avant de manger de la tarte au sucre avec Isabelle Domenico. Bonne émission. Elle est notre experte fitness. Vous pouvez la suivre sur notre antenne à l'émission 2 temps 3 mouvements, également facile à récupérer sur YouTube, la chaîne de TVRL. Isabelle Domenico, salut! Comment ça va, Alex? Ça va bien. Je t'avouerais que le mois de novembre qui tire bientôt à sa fin, décembre qui s'en vient, je sais pas pour toi. Tu sais, je suis un gars en forme, peut-être une fille évidemment qui l'est tout autant, même plus que moi. Puis tu me disais avant de pouvoir donc ouvrir la conversation que le manque de lumière, on dirait l'arrivée du temps froid, de la neige de façon subie, là, parce qu'il a fait chaud là, avec des températures records début novembre. On dirait que ça nous a miné un peu sur l'énergie, je pense. Oui, on dirait qu'on n'a pas eu cette transition que je suis moi-même surprise d'avoir eu besoin parce que j'étais si heureuse, même si on ne souhaite pas ça pour l'environnement, mais on était tant bien de pouvoir profiter un peu plus de l'été qui s'étirait, l'automne qui était magnifique. Ouais. Et là, c'est l'hiver qui arrive du jour au lendemain, avec la féerie qui vient un peu avec ça, puis l'anticipation des fêtes. Alors, il y a tout ce positif, mais la réalité, c'est que même si on est en forme, c'est dur de se lever le matin. Tu sais, quand ça sonne, ce matin, j'ai trouvé ça dur. Alors que d'habitude, c'est mon moment. Ouais. Puis toi aussi, c'est notre moment, on part le bal, il n'y a pas de problème. Alors que là, c'est dur alors qu'on sait que c'est pas, on est en santé, tout est là pour que ça fonctionne, mais on sent qu'il y a quelque chose qui a changé et il faut transitionner tranquillement, puis on va le faire, on va y arriver, puis ça va être correct. Bien, on est comme ça, je veux dire, les Québécois en général, c'est pas le premier hiver, c'est pas la première transition qu'on vit, mais particulièrement cette année, ça vient me happer au niveau de l'énergie. Et est-ce que pour toi, justement, s'entraîner demeure, peut-être la meilleure chose, évidemment, pour conserver cette énergie-là, mais tu nous partageais, puis j'étais vraiment content que tu m'amènes peut-être cette solution-là, moi qui m'entraîne presque à tous les jours, soit le terme « body weight ». Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, comme on dit à Paris? Oui, travailler avec le poids de son corps, travailler avec ce qu'on a déjà. Donc, c'est notre outil. On habite dans notre corps et j'avais envie de te parler de ça parce que avec les sports d'hiver, il y a le risque de chute. On apprend à tomber dans les sports comme le patin, le ski. Et malheureusement, il faut quand même aussi être prêt à potentiellement tomber quand la neige arrive. Et là, en plus, il y avait l'histoire des pneus d'hiver. Puis, il faut s'adapter. Puis, en s'adaptant, quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut être prêt et il faut être un peu outillé. Être capable de retenir le poids de son corps en partie quand on chute pour protéger son visage. Alors, ne serait-ce que peut-être augmenter l'envie de renforcer les muscles de son corps pour être capable de passer l'hiver puis d'éviter des chutes plus dramatiques. Je dirais, c'est un peu ça. Puis en même temps, c'est pas juste ça parce que l'idée, c'est d'être capable d'être fonctionnel, habile dans la vie de tous les jours. Et ces mouvements-là qu'on connaît, le squat, le lunge, on les fait dans plein de styles d'entraînement, mais peut-être les ramener maintenant alors qu'on a besoin de vraiment prendre soin de soi, de sa qualité de vie, de prendre soin de sa santé parce qu'il y a des virus qui courent. Alors, pour toutes ces raisons-là, je trouvais que c'est approprié d'en parler et tout le monde peut le faire. Exception faite, bien sûr, de gens qui seraient blessés. Par exemple, si tu ne peux pas faire un push-up, je te propose autre chose. Fait que là, je peux faire un push-up là si tu veux. Là, je peux-tu faire ça là? Est-ce que les caméras vont me suivre? J'espère que oui. Je vous prends un petit peu au dépourvu sur le plateau. Fait que là, je peux faire un squat ensuite.
je vais faire un squat. Là, là d'habitude, j'ai des poids et haltères. Je pourrais faire ça et ensuite faire ça comme ça, monter ce que je fais souvent avec des poids de 30 livres, 40 livres, tout dépendant de ma motivation. Donc, ce genre de mouvement-là pour les gens dans le quotidien. Là. Oui, c'est les mouvements que les gens ont déjà fait d'une manière ou d'une autre à travers différents sports. Parce que souvent, si je veux devenir un excellent joueur de soccer, ben il y a des mouvements comme le squat, comme le lunge pour renforcer mes jambes. Mais juste quand tu montes l'épicerie, je t'interromps, là, mais avec les sacs d'épicerie, quand tu montes au deuxième, t'en fais des squats, puis t'en fais des... Oui, puis c'est la réalité pour bien des gens. Puis même des fois, sortir les trucs de la voiture pour prendre son poupon, prendre son bébé, mettre des trucs tu sais, dans les étagères. Il y a toutes sortes de choses qu'on doit être capable de faire au quotidien. Mais je trouve surtout que c'est accessible, ça enlève l'excuse de « Ah, ben j'ai pas de gym. Ah, il fait froid. Ah, je peux pas le faire. » Ben tu peux le faire où t'es, peu importe, au chalet, près d'un feu, d'un feu de foyer. Mais tu sais quoi, tu sais, je me rappelle plus du terme, mais tu sais, quand on pousse t'as une poussette et tu cours en poussant, là, cardio-poussette. Du cardio-poussette, ça, c'est tellement... ou quand tu as un chien, là, je veux dire, un chien qui te tire, là, je veux dire, ça aussi, là, ça va te dire que tu n'as pas le choix de suivre, là. Tu n'as pas le choix de suivre, puis ça rend la chose un peu ludique aussi, tu sais, avec l'animal de compagnie. Puis ces exercices-là, tu sais, il y a quelques semaines, on avait parlé de bouger avec une citrouille, tu sais, incorporer un peu les accessoires, les outils qu'on a à la portée de la main, incorporer les enfants, tu sais... quand ils sont tout petits, des fois, on fait des petits jeux avec eux, puis c'est utiliser, oui, le poids de son corps, le poids du bébé. Mais prenez pas votre enfant comme une citrouille, là, quand même. Là. Non, lancez pas votre enfant. Non. mais tu sais, puis on parle de ça, mais là, la neige va bientôt arriver. Fait que la neige peut être aussi, j'imagine, un accessoire ou quelque chose dont on peut se servir. Bien, pour certains, c'est ça. Pour plusieurs, la neige est arrivée. Là, ça se peut que ça disparaisse dans quelques jours dans certaines places un peu plus en ville. Mais effectivement, pour des gens qui peut-être sont moins inspirés à bouger quand il fait très, très chaud, c'est une belle saison pour sortir puis pas avoir l'impression que la chaleur nous empêche de bouger. Les gens qui trippent à être en plein air, tu sais, à être dans la nature, belle occasion de joindre l'utile à l'agréable, comme je mentionne souvent en termes de conseils. Exact. Et un conseil d'ailleurs que tu peux donner aux gens aussi qui nous écoutent, la fréquence aussi. Tu sais, ça demeure la longévité de notre effort physique, donc la durée dans l'espace-temps, mais la fréquence est d'autant plus importante, signifiante dans l'amélioration. Et on veut voir des résultats également. Est-ce qu'on parle de 2 fois, 3 fois, 4 fois semaine la fréquence? Bien, ça dépend du style d'entraînement. Je dirais que ce qui est bien, c'est la diversité aussi. C'est un peu de marche, si on, comme toi, courir, aller au gym, faire des sports extérieurs. C'est rendre ça ludique. En termes pour répondre à ta question, le cardio, la recommandation du tableau FITT FIT, c'est 3 à 5 fois par semaine. Pour tout ce qui est musculation, c'est plus comme 2 à 4 fois semaine. Yoga, flexibilité, des trucs comme ça, c'est 2 à 4, si je me trompe pas. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est il faut pas le faire juste une fois dans la semaine. Idéalement, plusieurs fois, parsemer la semaine de mouvement. Ça nous fait du bien pour toutes les raisons qu'on connaît. Ça gère, tu sais, on gère mieux notre stress. Mais pour cette période d'année aussi, pour les gens qui vivent des deuils ou, tu sais, qui sont dans une période où ils n'ont pas tant envie des fêtes alors que d'autres trouvent ça magique. L'exercice, c'est précieux. Puis trouver des choses qu'on aime faire, ça restera toujours la clé du succès. Alors, allez jouer dans la neige, lancez-vous des balles de neige. Y a-t-il quelque chose de plus chouette, ludique, agréable? Un bonhomme de neige. Oui, c'est vrai. Puis ça prend rien. Ça prend rien. Il faut juste que tu t'habilles puis que tu le fasses. Puis c'est souvent aussi ça, l'obstacle. C'est comme « Ah non, je ne veux pas le faire », mais après, on est toujours content de l'avoir fait. Ben oui, puis certainement. Puis d'ailleurs, concernant un bonhomme de neige, je te donnerai un défi de donner un nom à ton bonhomme de neige la prochaine fois avec ton garçon. Tu nous enverras une photo d'un futur bonhomme de neige dans cette chronique, dans cette émission. Parfait. Hey, je te souhaite une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Évidemment, avec le mois de décembre, on va parler de temps des fêtes, on va parler d'échauffement, de faire de la place dans la bedaine pour le pâté à viande, puis les desserts aussi. Je vois mon caméraman qui se tâte la bedaine. Oh! Alors, je te dis à très bientôt, Isabelle Dominique-Cros. Merci. Oui. Bye. Bye. On se pose la question, est-ce que c'est possible de manger Québec
4 saisons par année. En tout cas, on s'y rapproche de plus en plus avec la technologie, avec les méthodes aussi innovantes de nos agriculteurs, de nos producteurs aussi. Et d'ailleurs, ce mouvement qui est fort intéressant, il est le président de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Il nous fera connaître le réseau des fermiers-fermières d'ailleurs du Québec. Il est avec nous pour nous en parler. Léon Bibeau-Mercier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'accepter l'invitation. Qu'est-ce que c'est, tout d'abord, ce réseau des fermiers-fermières de familles? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est environ un groupement de 150 fermes qui pratiquent ce qu'on appelle l'agriculture soutenue par la communauté. Les gens connaissent généralement l'agriculture soutenue par la communauté sous la forme des paniers bio en été. Généralement, il y a quand même environ 30 000 familles là, qui sont abonnées à des paniers bio en saison estivale. Donc, la formule du panier, généralement, c'est donc qu'on s'engage pour la saison avec une ferme à recevoir des produits de cette ferme-là pendant une durée de temps déterminée. Donc, il y a une forme d'engagement de la part de la ferme à nous fournir des produits, mais également, il y a un engagement de la part de la personne à s'approvisionner à cet endroit-là. Donc, il y a une forme de solidarité et une forme de partage du risque qui existe avec ça. Okay. Donc, le réseau des fermières et fermiers de famille, c'est ça. OK. Et on comprend que c'est une sorte de carte de membre que le client, le consommateur doit, quand on parlait d'engagement auprès des producteurs, là, c'est ça, là? Oui, bien, dans le fond, les gens payent un abonnement en début de saison. Souvent, il y a la possibilité d'étaler les paiements. Mais donc, il y a cette idée-là de dire on s'engage à l'avance, c'est-à-dire qu'on va prendre vos produits, ce qui facilite entre autres la planification des quantités pour l'agriculteur, réduire le gaspillage, diminuer son risque. Et puis, en échange, la ferme, l'agriculteur, l'agricultrice s'engage à vous fournir une quantité donnée de panier pendant une certaine partie de la saison. On parle de combien, par exemple, pour devenir membre? Est-ce que ça diffère d'entreprise ou c'est pas mal la norme, le même coût? C'est similaire. Les entreprises ont des offres qui sont différentes d'une à l'autre, donc il y a possibilité de choisir généralement. Donc, on va parler de paniers qui souvent vont être d'une valeur approximativement entre 25 et 35 $ par semaine, dans le fond, qu'on va recevoir en valeur de légumes. Okay. Donc, et on parle de qu'est-ce qui est possible, par exemple. Là, évidemment, on pourra parler peut-être plus de la saison hivernale, mais règle générale, on a toutes sortes de produits auxquels on peut penser, quoi. Des produits comme les carottes, finalement, maïs en haute saison et autres? Ou, on a généralement aux alentours de 8 à 10 légumes différents par semaine qu'on va recevoir dans ce type de panier-là. Donc, effectivement, en début de saison, on va avoir des choses qui sont plus adaptées un petit peu à la saison froide. Souvent, on va avoir, par exemple, en début de saison, un peu plus de kale, des bok choy, un peu plus de choux, quelques salades qui sont bien adaptées au temps frais. Puis, à mesure, effectivement, que la saison se développe, bien là, on va avoir l'abondance qui va arriver, par exemple, avec le maïs, avec nos brocolis, avec les tomates, les cerises de terre, etc. Donc, ça se développe au fil de la saison. OK. Et donc, tout ça, on le disait, c'est bio. Là, présentement, il y a une campagne d'abonnement qui a lieu. Là. Les gens peuvent s'abonner auprès des fermes. Là. C'est pourquoi? C'est pour la campagne pour la durée hivernale ou c'est pour peut-être renouveler leur abonnement annuel aussi? Ou, Bon, effectivement, on a deux grandes phases d'abonnement. On a une phase d'abonnement printanière, généralement, au début d'hiver, début printemps, pour les paniers de la saison estivale. Et puis, à l'automne, on s'abonne au panier d'hiver, justement, alors qui est généralement un petit peu moins connu comme formule. Donc, le principe est similaire à celui des paniers d'été, sauf qu'on parle de produits frais, mais qui ont été récoltés, par exemple, à l'automne, puis qui vont être entreposés pour la saison hivernale, puis des produits qui vont être récoltés fraîchement en serre également. OK. Et en tout cas, moi, je réfléchis puis je poursuis un peu plus loin concernant là, cette campagne-là que vous menez pour les prochains mois là, durant la saison hivernale. Je comprends qu'il y a des choses qu'on a récoltées cet automne, par exemple. Donc, la disponibilité de certains produits, j'imagine, est limitée, là, compte tenu qu'on ne peut pas conserver certains produits de façon si lointaine que ça, là, finalement. Là. Bien, c'est sûr que les paniers d'hiver, ça demande une forme d'engagement sur la saisonnalité des produits. Donc, on essaie de limiter des produits qui sont complètement à contre-saison, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont demander, par exemple, beaucoup de lumière supplémentaire ou beaucoup d'énergie, par exemple, en chauffage supplémentaire pour les produire pendant la saison hivernale. Donc, on a toute une gamme de légumes qui se conservent pendant plusieurs mois, voire même à l'année, qu'on peut... Les fameuses patates dans le caveau, là. Oui, mais c'est intéressant la formule parce que c'est vrai que généralement, on va penser à nos fameux patates, carottes, navets, oignons.
Alors, bien sûr, c'est des choses qu'on retrouve, mais il y a des produits auxquels on pense un petit peu moins qui vont se retrouver dans les paniers. Mon Dieu, il peut y avoir du kale, on a des brocolis assez tard, on va avoir toutes sortes de variétés de courges qu'on va recevoir, les verdures qui poussent avec des serres qui sont très minimalement chauffées, qu'on va retrouver en plein milieu de l'hiver également dans ces paniers-là. Donc, il y a plein de produits un peu plus funky que les traditionnels caveaux à patates auxquels on pense. Oui, c'est ça. Comme jadis naguère, comme nos grands-mamans pouvaient faire dans la chambre froide aussi, tirés du jardin, évidemment, des produits de la terre. Mais est-ce que pour ce qui est par contre de cette campagne d'abonnement, on doit procéder d'une façon précise pour les gens qui nous écoutent? On se rend sur quelle plateforme, dis-je? Sur fermierdefamille.com. Donc, vous avez une carte avec les différents points de livraison associés à différentes fermes. Donc, vous pouvez trouver celui qui est le plus proche de chez vous, ou si vous cherchez une ferme en particulier, par exemple, à laquelle vous souhaitez vous abonner, vous pouvez la retrouver là, avec tous les détails pour s'abonner. fermierdefamille.com. Et on a encore un petit peu de temps ensemble, monsieur Léon Bibeau à Mercier. Je voulais savoir, parce que on parle beaucoup d'autosuffisance depuis le début de la pandémie. C'est quelque chose qui est revenu dans l'actualité. Il y avait un colloque récemment aussi sur l'agriculture. On parlait que l'agriculture durable, ça peut être rentable. Et de quelle façon vous vous positionnez, vous, de votre côté? Parce que, évidemment, les gains, on en convient. J'y crois, moi aussi, je suis fils d'un agriculteur, mais c'est quand même des dépenses supplémentaires pour s'assurer de pouvoir être capable de respecter les normes, par exemple, biologiques pour une entreprise de production maraîchère, par exemple. Bien, écoutez, d'abord, pour manger saisonnier, je pense que ça demande une certaine adaptation, effectivement, par rapport à ce à quoi on est habitué actuellement, c'est-à-dire d'aller à l'épicerie et d'avoir à peu près la même gamme de produits à l'année. Alors, ça demande un engagement de la part des consommateurs pour se réadapter à cette saisonnalité-là, mais ça demande aussi des efforts de la part des producteurs, justement, pour innover, pour offrir des opportunités un peu plus intéressantes quand on parlait, entre autres, de verdure et tout ça, pour que ça demeure quand même diversifié et intéressant de manger saisonnier en hiver. Et ce maillage-là, cet effort-là de part et d'autre, pour nous, il est plus facile de le faire en ayant un contact direct, justement, de consommateurs à fermiers, fermières, finalement, plutôt que quand on est à l'épicerie et qu'on n'a pas ce contact-là d'éducation de part et d'autre qui peut se réaliser d'une part. OK. Ensuite, effectivement, le lien direct nous permet aussi d'aller chercher, effectivement, chez les fermiers fermières, une marge un petit peu plus intéressante pour les produits. Mais ceci dit, ce qui est intéressant de manger saisonnier aussi pour les gens, c'est que ça nous évite les fameuses laitues à 15 $ par exemple, qui sont importées, ou de manger des produits qui coûtent cher à l'achat, justement parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été investie à les produire à contre-saison, finalement. Donc, en suivant la saisonnalité, d'une part, souvent, on vient économiser. Et puis, l'autre chose qui peut être intéressante aussi dans l'abonnement avec les paniers, c'est que on se met un peu à l'abri des fluctuations et de l'inflation parce qu'on s'engage pour la saison et les prix ne fluctueront pas pour le restant des mois pour lesquels on va être abonné. C'est un message qui est entendu, en tout cas, derrière, évidemment, cette plateforme dont on évoquait, dont les liens sont déjà, au moment de se parler, au bas de l'écran. Donc, le réseau des fermières et fermiers de famille, le RFF, facile à trouver avec notre ami dictionnaire Google aussi, si ça vous tente. Moi, en tout cas, je me fais toujours un devoir de signaler ce genre de possibilités-là pour le consommateur, mais pour les Québécois, les Québécoises, les Lavallois, Lavalloises aussi, qui veulent manger Québec, qui veulent manger chez nous. Monsieur Léon Bibeau, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Hey, je suis vraiment désolé, la gang, mais ça me tente plus de faire l'entrevue dans le noir caché, là. Je m'assume. Je suis un fan fini de l'opération Nez Rouge. Ça fait tellement du bien de le dire, là. Ça ici, c'est mon sous-sol, mon sanctuaire. À votre gauche, vous avez ma collection de casquettes, les gourdes, la papeterie, sucre, macarons, pins. Le mur ici, c'est toutes les années où je rêvais d'être porte-parole. La gang, soyez bénévole, utilisez le service de raccompagnement. Vous pourrez plus vous en passer. Nez Rouge, là, c'est un mode de vie. C'est moi le porte-parole. Nez Rouge, devenu une véritable institution. Le réflexe est incarné chez nous, Laval, mais évidemment, on peut l'étendre aux Basses-Laurentides parce qu'effectivement, c'est Opération Nez Rouge. Laval, les Basses-Laurentides, si vous avez besoin dans vos parties de bureau de services de raccompagnement, c'est débuté depuis le 25 novembre. Puis,
Je pense que ça fait depuis 37 ans qu'on se parle, presque autant, parce que ça fait plusieurs années qu'on reçoit à cette période de l'année dans cette émission. Donc ici à TV Laval, le coordonnateur de Sport Laval, mais qui chapeaute également les opérations de Nez Rouge ici, c'est l'ami Louis-Philippe Lemay. Je vais dire l'ami Louis-Philippe Lemay, on peut se permettre. Depuis 2014. Oui, hein? Déjà, ça remonte à loin, nos conversations, mais je trouve ça toujours heureux. Puis cette année, d'autant plus parce que là, c'est pleinement de retour en présentiel. La formule qu'on a connue de Nez Rouge, c'est de retour cette année de cette façon-là. C'est comme ça l'a toujours été. C'est le Nez Rouge régulier qui revient là, depuis vendredi, en fait. C'est ça. Fait qu'on n'évoquera même pas que c'est à cause de la crise du verglas que ça va être arrêté. C'est ça. On va paraphraser, on va mettre la COVID comme la crise du verglas. Mais bref, peut-être pour expliquer aux gens, parce que Nez Rouge, là, par exemple, là, c'est une équipe de 3 personnes. Donc, si moi je me présente, je suis seul ou on est juste 2, on ne sera pas séparés, là. Non, puis c'est tellement le fun, honnêtement, de le faire. Puis je le dis, j'essaie des fois d'amener des amis, d'amener de la famille. Je le vends comme une activité. Venez faire Nez Rouge. Tu peux aller faire de l'escalade, tu peux aller au cinéma, mais une soirée, essayez-là. Venez faire Nez Rouge, vous êtes ensemble, en amis, en gang, 3 personnes. Une personne qui conduit sa propre voiture, on l'appelle l'escorte motorisée. Elle embarque avec elle les 2 autres bénévoles, vont à destination chercher le client. Le client, il y a quelqu'un qui chauffe la voiture du client parce que lui reste dans son auto, comme ça, s'il est malade, il n'arrive rien dans les autos des bénévoles. Puis, il y a une autre personne qui accompagne le bénévole chauffeur de la voiture dans l'auto du client pour divertir, s'assurer que tout se passe de façon sécuritaire. Fait que ça fait des anecdotes là, tellement croustillantes, tellement le fun. Puis en plus, c'est pour une bonne cause, puis on amasse des fonds. Puis, Avant d'être coordonnateur et tout ça, j'imagine que tu as déjà été dans une voiture de rapatriement, tu as déjà fait ça. Ben oui. Moi, je te raconte une anecdote, j'ai le goût que tu m'en racontes une. Quelque chose qui se raconte à la télé. T'en as-tu une bonne à nous raconter? Écoute, parce que des fois, on dit ce qui est dans le char reste dans le char, mais là, si ça fait 10 ans de ça, on s'entend-tu qu'ils vont pas se retrouver, ils vont pas être capables de se peut-être reconnaître. Là. Mais écoute, mon premier accompagnement à vie en 2014, le monsieur a fait un don de $200. Wow! Puis, mais en tout cas, grosse histoire, là, c'était le gérant d'un restaurant, puis là, il était en train de laisser sa femme, puis là, il était en train de la tromper dans le bar pendant qu'on allait le chercher. Là, avec une fille dans le char, comme ça. Mais finalement, c'était pas lui qu'on a ramené, on a ramené son ex. C'est pour ça qu'on nous a donné 200$ pour qu'on parte avec son ex. Non, il voulait avoir l'appel, il voulait creuser l'autre pour être capable. OK! C'est ça. Il est bright. Fait que prenez des notes, les hommes. Si vous voulez trop... Non, faites pas ça quand même. Mais moi, c'est quelque chose de beau, par exemple, quand même. Ouais. Moi, ça est resté marqué dans ma vie. Je veux dire, je le raconte partout où je peux. Puis quand ça peut être un incitatif de plus, peut-être, pour Nez Rouge, je me retrouve dans la voiture avec le couple qu'on raccompagne. Quand même assez éméché. Là, on est 1h30 du matin. Fait que l'alcool a bien fait son œuvre. Le gars qui probablement avait pas, sans l'alcool, le courage, mais lui dit... Non, il n'a pas dit j'ai mis enceinte une autre fille, mais il a dit chérie, tu veux-tu qu'on se fiance? Mais il a dit sur la banquette arrière du char, je te le jure. Mais en même temps, il n'y avait pas de bague, mais il l'a demandé quand même. Là, il dit... Puis il s'est échappé. La conversation qui a culminé là-dedans parce qu'il parlait d'un couple qui vont se marier. Puis il a dit, ça te tente-tu de me fiancer, tout ça? Fait que quand même, j'ai été témoin de ça dans la voiture. Et je pensais pas vivre ça dans Nez Rouge un jour, là. Mais pour moi, ça a été marquant. Puis depuis ce temps-là, puis j'ai déjà eu une fille qui m'a fait des avances aussi dans un char de rapatriement, mais ça, c'est une autre affaire. Mais c'est le côté plus anecdotique. Mais je te jure, je ne pensais pas. Fait que si les gars veulent peut-être demander leur fille en mariage, c'est peut-être l'occasion des Rouges. Ça peut fonctionner. Puis une rapide, là, mais une année, on va chercher, on fait un accompagnement, c'est un couple de jeunes. Puis, on les raccompagne, tout est beau, ils rentrent dans leur maison. Puis en partant, ça fait 30 secondes qu'on est parti. La bénévole avec qui je suis a oublié son téléphone dans la voiture des clients. Fait qu'on les appelle, ça répond pas. Fait qu'on sait où ils habitent, on est allé cogner, ça fait 30 secondes. Puis il était à l'acte. Oh! Un gros coït interrompu, ça. C'est ça. Fait qu'on a retrouvé le téléphone. Hey, très bon. Je te réinvite juste pour ces histoires-là, n'importe quand, mon cher Louis-Philippe. Mais là, évidemment, vous avez
avez besoin de bénévoles. Oui. Je pense que ça se fait sentir le besoin parce que les parties de bureau, on le dit, reprennent de plus belle. Combien d'équipes vous avez besoin à peu près là, de façon chaque soir? Là? Ça varie du jeudi au samedi, les parties de Noël. Plus on se rapproche de Noël, plus c'est grandissant. Mais c'est illimité le nombre qu'on a besoin. Le monde, des fois, ils ont peur de ne pas faire le téléphone, il sonne tout le temps pour nous. Fait on a besoin à tous les soirs. Venez nous aider, puis essayez-le, puis l'essayer, c'est l'adopter aussi. C'est vrai aussi, puis prévoir cette année peut-être aussi devant la recrudescence de retour de parties de bureau, mais aussi, il manque de bénévoles, là, on va se le dire aussi. Là. Donc, soyez aussi patients, mais soyez bienveillants envers les jeunes Nez Rouges aussi, mais aussi prévoyez à l'avance également que ce soit un autre service de raccompagnement, mais évidemment Nez Rouges en tête, là, parce que les délais vont être un petit peu plus longs. Il faut être conscient de ça aussi. Là. Oui, c'est ça. Puis on n'est pas une entreprise privée, c'est pas un service garanti non plus. Fait qu'il faut, prévoyez-vous un autre plan, là, des fois que on est tributaire du nombre de bénévoles qu'on a. Ouais. Puis du succès aussi que vous avez. Oui, exactement. Fait que si le téléphone ne dérougit pas, à un moment donné, on n'a pas assez de gens pour nous aider à faire ce raccompagnement-là. Et là, quand on disait Basse-Laurentide, c'est que aussi les gens de Laval, par exemple, peuvent aller se faire reconduire jusqu'à Blainville, on parlait de Basse-Laurentide, Saint-Eustache. En fait, c'est le territoire de départ. Donc, Laval-Basse-Laurentide, Laval jusqu'à Saint-Eustache, Blainville, Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Thérèse. Ça, c'est le territoire de départ pour nous. Puis après ça, on s'engage à faire les raccompagnements pour un minimum de 30 minutes, là, un rayon de 30 minutes. Mais évidemment, des soirs, on ne refuse pas quelqu'un que ça va être un 35 minutes. Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un transfert. Là. Je pense à Saint-Jérôme, ou le secteur plus au nord. Là. Exact. Fait que pour des plus longs raccompagnements, on va s'appeler en centrale puis on va faire un transfert. On va être capable de faire les transferts nécessaires. Exactement. Puis là, l'argent, parce que c'est toujours ça la mission de Nez Rouges aussi, l'argent amassé va dans différentes considérations, mais là, c'est pour le sport, pour les jeunes ici à Laval. Oui, puis c'est une autre chose que les gens ne savent pas toujours. L'argent, c'est pas pour les bénévoles, c'est pas pour la sécurité routière, c'est vraiment pour ramasser des fonds pour le sport amateur puis la jeunesse. Fait que pour les jeunes, fait que nous ici, on a un programme de bourse, puis à chaque année, on remet plus ou moins 50 000 aux athlètes de la région, athlètes officiels, entraîneurs, fait que pour qu'ils puissent se développer. Il continue à se développer à travers les années. Alors, c'est facile de s'inscrire. On se rend sur opérationnezrouges.com. On se rend sur opérationnezrouges.com, on choisit sa région, puis après ça, on se présente le soir voulu à notre centrale au Cosmodome. C'est du 25 novembre au 31 décembre, le jeudi, vendredi, samedi. Et puis, à partir du 22 décembre, c'est en tout temps, là, du 22 au 31 décembre. 31 décembre, même, là, les grosses journées de Noël, il n'y a pas d'arrêt là, en tant que tel. Là, donc, il n'y a pas d'arrêt pour notre région. Faites attention, parce que si vous partez d'une autre région, ça se peut qu'ils ne soient pas ouverts. C'est ça dépend toujours de la disponibilité. On vient à ça, mais bon, des bénévoles, tout ça, là, selon les cas, selon les régions aussi. Et juste pour être dans la mascotte Nez Rouges, comme mot de la fin, la mascotte Nez Rouges, faire Nez Rouges, si vous avez la chance de revêtir les habits Nez Rouges, faites-le, vous allez avoir des câlins et vous allez être populaire le temps le temps d'une soirée comme c'est incroyable. Il y a comme un engouement quand Nez Rouges embarque quelque part. Là, même les bénévoles qui ont leur fameux dossard, là, on est populaire, on se fait aimer, c'est incroyable. Puis venez en centrale essayer Nez Rouges, puis vous allez sûrement avoir l'occasion de rencontrer la mascotte puis prendre une belle photo pour vos médias sociaux, puis partager ça à tout le monde, comme ça tout le monde va joindre à nous. On propage le tout. Merci beaucoup, Louis-Philippe Lemay, donc, lui qui est coordonnateur donc, de Sport Laval et de Opération Nez Rouges, opérationnezrouges.com. Je réitère parce que c'est tellement une cause qui est noble et qui est nécessaire, surtout dans cette période des fêtes. Merci de nous rapatrier en sécurité durant cette période des fêtes. Grand plaisir. Nicolas Vincent Poirier, salut! Salut Alex! As-tu Noël en toi? Est-ce que la neige, qui est un peu disparue dernièrement, mais quand même, est-ce que pour toi, avec l'apparition de la première neige, ça te rend féerique? Moi, j'ai Noël dans mon cœur à chaque fois que je regarde le film Die Hard. L'été, l'hiver, l'automne, ça n'a pas de différence. Je vois où tu te situes par rapport à Noël. Puis on pourra peut-être parler un peu plus loin de nos films de Noël préférés, tandis qu'on va ouvrir la brèche de films de Noël. Mais celui-là, d'un acteur, Will Ferrell, qui n'est pas à son premier film de Noël non plus, on pense à Elf, qui est probablement un de ses plus connus. Celui-là, L'Esprit de Noël, parle-nous-en, qu'en as-tu pensé?
Écoute, c'est le 3e film de Noël de Will Ferrell. Il y a aussi Daddy's Home, le 2 en 2017. Bon, ça se passe dans le temps de Noël. Et tu avais raison tantôt quand tu as dit que le film, bon, était au cinéma. Il s'est ramassé très peu de temps au cinéma. J'espère que c'est pas une stratégie d'Apple pour garder le film au cinéma pendant comme 2-3 semaines afin d'être éligible pour l'Oscar du meilleur film de l'année, parce que clairement, Spirited Il est pas ne admissible? sera... Non, Ok. non, ce sera pas nominé comme meilleur film de l'année aux Oscars, je te le garantis tout de suite. Mais par contre, c'est un film que j'ai bien apprécié. Et bon, pourtant, bon, tu le sais, moi, les comédies musicales, c'est vraiment pas mon truc. J'apprécie pas vraiment. Ben là, Mais dans ce cas-ci, à voir que Die Hard, c'est ton film de Noël préféré, on conclut assez rapidement que la comédie musicale, c'est pas ton truc. non, c'est pas mon truc. Mais quand même, j'étais curieux, ben, surtout à cause de Ryan Reynolds. Parce que, bon, le cliché des fois qu'on a que certaines célébrités font des films de Noël parce que, ben, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grandes offres. Ryan Reynolds, c'est tout à fait l'opposé. Il va faire Deadpool 3 prochainement. Il y a Hugh Jackman qui va reprendre le rôle de Wolverine. Donc, c'est énorme. Donc, Ryan Reynolds n'a pas du tout besoin de faire un film de Noël. Et surtout avec bon, Will Ferrell, j'étais très curieux et j'ai été quand même agréablement surpris. Donc, c'est quoi l'histoire? Bon, pour tous ceux qui sont familiers avec un conte de Noël qui a été écrit par Charles Dickens en 1800, Ouais. je sais plus quoi, là. Eh bien, ça suit bon, dans le conte de Noël, c'est Scrooge qui est visité grincheux le soir de on Noël. pourrait dire, là. C'est ça. Qui est visité le soir de Noël par 3 esprits de Noël et à la fin, il va devenir gentil et puis bon, il va aimer Noël lui aussi. Et dans ce cas-ci, eh bien, on voit la business, si je peux dire, là, derrière ces esprits-là, parce que ces esprits-là choisissent à chaque année, dans ce film-ci, une personne différente, une personne qui n'a pas les valeurs de Noël, une personne qui est méchante. C'est bon. Et le but, le soir de Noël, ils passent leur année complète à préparer un plan pour lui faire passer cette personne-là à travers bon, toutes sortes de moments. Le soir de Noël, avec les 3 esprits de Noël, bien sûr, afin de la rendre une bonne personne. Et Will Ferrell, c'est celui qui est en charge de trouver non seulement cette personne-là, cette méchante personne-là qu'on doit changer à Noël, et aussi celui qui est en charge de toute l'organisation de cet événement-là, parce que c'est des esprits, c'est pas des humains qui font ça. Et celui qui est choisi, eh bien, c'est Ryan Reynolds, qui est un salaud dans le film. Lui, il s'occupe de l'image des entreprises et on voit que vraiment, il est pas très moral, disons. Et le côté musical, ce que j'ai aimé, c'est que, ben, entre autres, il n'y en a pas trop. Mais aussi, c'est quand même amusant. Il y a une chanson que je dirais pas, là, disons que il y a une chanson basée sur une insulte à un moment donné dans le film, et l'insulte, elle est quand même assez drôle. OK. J'en dirai pas plus pour pas vendre de punch. Est-ce qu'on parle de chansons qui sont C'est pas nouvelles, vulgaire. des chansons originales de Noël, ou ce sont des classiques de Noël qu'on revisite ou qu'on imbrique dans l'intrigue du film? C'est de la musique qu'on met dans l'intrigue du film. C'est rien, il n'y a rien de connu, là. Tout a été écrit pour le film. C'est ça. Et je te dirais que c'est très rafraîchissant, cette version-là du conte de Noël. Parce que, bon, on se rappelle, dans le passé, il y a eu beaucoup de films basés là-dessus. Il n'y a pas eu le film avec Bill Murray là, dans les années 80 là, qui, justement, faisait référence un peu à cette histoire-là. Là. Tout à fait, tout à fait. Fantôme en fête, si je me rappelle bien du titre en français, en anglais, c'est Scrooged. Et dans ce film-ci, Bill Murray interprétait un PDG qui avait aucune morale. Ouais. Et ce qui est amusant avec ce film-là, c'est que, bon, premièrement, c'est Richard Donner qui l'a réalisé. Richard Donner, c'est celui qui a réalisé le premier Superman et le deuxième aussi. Mais ce film-ci, le tournage a commencé de Scrooge en 88. Le tournage a commencé un peu avant Noël. Et Richard Donner, le réalisateur, eh bien, il voulait que toute l'équipe puisse passer Noël avec leur famille, ce qui est comme un peu normal, puis aussi ça va bien parce que c'est exactement dans les valeurs du film. Ah oui, se mettre dans l'esprit.
Mais les têtes des studios, eux autres, n'étaient pas d'accord avec ça. Et non, à Noël, vous êtes en tournage et non, il n'y a pas de break pendant le temps des fêtes. Donc, quoi faire? Alors, ce que Richard Donner a fait, le 24 décembre, il a renvoyé tout le monde. Il a viré absolument tout le monde et il les a réengagés le 26 décembre. Donc, l'esprit de Noël était là durant ce film. Donc, c'était ça. Donc, il n'a pas été le grincheux de Noël en exigeant, comme le voulaient ses patrons, de les avoir sur le plateau, de les faire travailler. Mais quoi que peut-être ça aurait été payant pour eux autres, là, il aurait fait du temps double et probablement des journées fériées, peut-être de l'argent qui aurait rentré en ligne de compte, mais bon, évidemment. Écoute, ce film-là, Alex, c'est un des plus gros films qui a récolté au box-office en 88 et à cette époque-là, on parle de combien tu penses? Maintenant, on est dans les milliards quand un film perce énormément. Et pour ce film-ci, c'était 100 millions de dollars. C'était énorme. Effectivement. Avec un petit budget de 32. Effectivement. Et pour ce qui est oui, vas-y, continue. Spirited, le budget est de 75 millions. Et devine combien Will Ferrell et Ryan Reynolds ont été payés? C'est une très bonne question. J'oserais dire un 25 à 30 millions chacun. Ah, tu étais proche. C'est 20 millions de dollars chacun. Ça fait que juste à ces deux-là, on dépasse la moitié du budget du film. Écoute, c'est évalué que à peu près 60 millions dans le budget a passé dans des salaires. Donc, ce qu'on voit, c'est... Moi, je suis d'accord, je suis content. 20 millions pour Ryan Reynolds. Si ça peut le rapprocher d'acheter les sénateurs d'Ottawa, moi, comme il veut le faire, moi, je me réjouis de ça. Mais ça, bon, c'est un autre dossier. Parlant d'autres dossiers, parce qu'on a encore un peu de temps ensemble, Nicolas, puis je veux qu'on prenne le temps de parler de films de Noël qui en sont soit des classiques, soit qui pourraient le devenir. Et je me permets de glisser à l'oreille que depuis le 25 novembre, il y a un film québécois qui met en vedette des grosses pointures, Michel Barrette, Guylaine Tremblay, par exemple, Stéphane Rousseau, Virginie Fortin, des jeunes acteurs également de nouvelle génération comme Catherine Brunet, qui sont dans ce film-là. C'est un film choral, un peu emprunté à la façon de Love Actually, Réellement l'amour, qui est un classique culte dans les films d'amour. Un de mes films préférés. Oui, du temps des fêtes, je sais, tu es tellement romantique. Non, donc, pour de vrai, c'est un de mes films préférés overall. En tout. C'est un très bon film, non, pour vrai. Puis c'est un très bon film d'amour, et 23 décembre, qui est disponible à l'affiche. Cynthia Desjardins, qui est la scénariste connue pour des livres jeunesse et aussi le film Aurélie Laflamme, par exemple. Alors, tout ça est possible d'être à la portée des gens. Puis, as-tu remarqué, il y a, en tout cas, je vois des films de Noël sur Netflix, c'est une nouveauté de cette année, et depuis peut-être 1 an ou 2 de ça. Tu sais, oui, les ingrédients d'un film de Noël ont souvent été de vivre de nostalgie, de musique de Noël et tout ça, mais je trouve que les films de Noël se kéténisent depuis quelques années. Est-ce que tu trouves? Non, mais je me permets, il y a comme un côté quétaine qui ressort kitsch, mais à l'os étiré, l'élastique au complet. Ah, ben Alex, je te dirais que plus il y a de plateformes, il y a de plus en plus de plateformes, il y a de plus en plus de films qui sont en production. Donc, veux pas, des films de Noël, c'est un genre en soi. Donc, il y a une formule très claire à ça. Donc, à un moment donné, on en voit un, on les a presque tous vus. C'est la même formule. Et oui, je suis d'accord avec toi. Le plus récent film de Lindsay Lohan sur Netflix de Noël, juste ce film-là tue la magie des fêtes. Ne le regardez pas, ça tue la magie des fêtes. C'est tout ce que je vous dis. C'est à vos risques et périls, mais ça, c'est mon opinion. Mais toi, ton film peut-être culte ou un film que tu veux regarder cette année, tu m'as parlé de Die Hard, mais parle-moi-en d'un autre. Là. Die Hard. Maman, j'ai raté l'avion, qui est aussi violent que Die Hard, mais à un niveau différent. Écoute, il est sadique, le petit gars, mais c'est pour ça que je l'adore, ce film-là. Mais tu sais qu'il y en a qui aimeraient ça le voir. Tu sais que par contre, il y en a qui aimeraient ça. À chaque année, il y en a qui veulent revoir le film parce qu'ils aimeraient donc bien ça, que le petit se fasse ramasser un peu. Mais continue sur ton prochain film. Le film Love Actually, Réellement l'amour, c'est pas juste un de mes films préférés de Noël, c'est vraiment un de mes films préférés. C'est un excellent film. Il y a ça, il y a Scrooge qu'on a aussi parlé, qui était excellent. Et toi, Alex, c'est ton préféré? C'est quoi Ça perd des boules, ça demeure un classique. Je pense que
on peut le revoir et le revoir, puis on ne se tanne pas, on connaît les répliques par cœur. Ça peut devenir un must. Tu sais, même les Shrek, par exemple, durant la période des fêtes. Tu sais, moi, ce genre de film à dessin animé-là, les offres que sont les films, par exemple, offerts par Ciné Cadeau, avec traditionnellement les Astérix, les Obélix, les Lucky Luke, ce qu'on nous donne à chaque année là, comme émission aussi, la formule à Télé-Québec qui a été tellement éprouvée. Ça fait 40 ans cette année de Ciné Cadeau, imagine-toi. 40 ans. Oui, 40 ans déjà de Ciné Cadeau. Il y a plein d'émissions spéciales d'ailleurs pour l'occasion. Fait qu'on on vous invite à retremper dans ces soirées. Cocooning, on se colle, on prend un petit chocolat chaud, une petite boisson. Puis là, je regarde Jacques, puis là, je me dis à quel point j'aimerais ça que son cuir chevelu vienne s'apposer sur mon épaule. Et Nico, ben, je te dis à très bientôt. À bientôt, Alex. On dit souvent que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand les questions également du domaine de l'emploi, c'est assez frappant. Depuis septembre, les chiffres qui ont été publiés, il y a une baisse de 61,2 % de gens qui ont demandé l'assurance chômage. Donc, on voit que le domaine de l'emploi est en demande et il y a aussi ces chiffres qui sont assez évocateurs. 5,2 % du taux de chômage donc, qui est exprimé dans les derniers bilans qui sont faits par les instances de l'emploi, le lié avec le gouvernement fédéral. Pour commenter, pour nous parler du domaine de l'emploi également, il est conseiller en gestion de transition de carrière. Il est notre invité presque de façon hebdomadaire. Il vient en 2 semaines nous parler dans cette émission. Très content à nouveau d'accueillir de chez Midi 40 M. Claude Rivet. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Merci d'être là. Puis j'évoquais les chiffres. Pour vous, c'est assez frappant. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous, quelqu'un qui, pour vous guider les gens à se trouver un emploi? Là? Bien, en fait, il y a 5,2 % de la population qui sont encore en chômage, ou tout au moins qui n'ont pas d'emploi. C'est une réalité, mais d'un autre côté, l'opinion populaire, les médias d'information nous disent clairement que tout le monde des affaires est à la quête d'employés, recherche des candidats, des candidates pour combler des postes qu'on a de la misère à combler. Il y a des entreprises qui ferment leurs postes ou qui sont obligées de diminuer leurs services et pour autant, il y a encore des gens qui sont sans emploi. C'est un peu aberrant comme situation. Bien, en même temps, bon, on pourrait discourir, en parler longuement. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup, pendant très longtemps, des incitatifs financiers presque qui étaient plus payants de ne pas travailler ou presque, là, durant les premiers mois de la COVID, la première année du moins, avec l'aide via plusieurs enveloppes du gouvernement fédéral, on n'a qu'à penser avec M. Trudeau et les incitatifs financiers. Là, évidemment, c'est différent là, depuis quand même plusieurs mois. Mais dans cette façon de pouvoir jaser sur la pénurie de main-d'œuvre, il y a aussi un travail que doit faire le chercheur d'emploi aussi pour se trouver un emploi. C'est évidemment un peu votre règle d'art de les guider, ces gens-là, mais quand même de pouvoir faire je dirais, un constat sur le marché actuel, du marché de l'emploi. Donc, est-ce que c'est d'avoir justement l'adéquation entre le CV et l'emploi, savoir si on a le bon CV qui convient au bon type d'emploi aussi? Ça, c'est un élément, évidemment. Mais si c'était aussi simple que ça, évidemment, on ne serait plus là. Ça fait 34 ans qu'il existe Midi 40 et ça veut dire qu'on répond aux besoins de la population qui est en recherche d'emploi. Ça, c'est un premier élément. Oui, le CV est très important, mais il y a aussi l'attitude, il y a aussi la capacité à démontrer les compétences, parce que le CV est un bout de papier que j'expédie par courriel. Bon, c'est une chose, mais est-ce que ça répond vraiment aux besoins de l'employeur? C'est ça la réalité, malheureusement. Vous savez, vous avez faim, vous avez un petit appétit, vous avez le goût de manger une chose et on vous en offre une autre. Je pense que malheureusement, vous ne serez pas en mesure de consommer le repas qu'on vous présente. On peut transposer ça en recherche d'emploi. Des gens qui ont des compétences, mais qui ne sont pas capables de le montrer de façon claire et satisfaisante, bien, malheureusement, n'obtiennent pas l'emploi. Et le premier point de contact qu'on a avec un employeur, c'est le CV. Alors, si le CV ne répond pas aux besoins, n'utilise pas la même terminologie, n'est pas clair ni attrayant, malheureusement, on n'aura pas de mariage possible, on n'aura pas d'entente, on n'aura même pas d'appel téléphonique. Est-ce qu'il y a un rôle aussi, par contre, que l'employeur peut faire? Parce qu'il y a certainement le clan de l'employé, mais il y a l'employeur qui, parfois, pour attirer aussi ses bons candidats potentiels, doit faire aussi cette démarche à lui, doit avoir quand même son mot à dire dans ces perles rares qu'il doit dénicher aussi. Vous avez raison, Alexandre. Je pense que toutes les parties doivent s'ajuster dans un contexte qui a été en changement de façon extraordinaire depuis la pandémie. Autant les employeurs doivent revoir leurs critères d'embauche,
autant les chercheurs d'emploi doivent continuer à s'améliorer. Vous savez, je n'embaucherai pas quelqu'un qui n'est pas compétent. Oui, mais l'employé est là pour répondre à un besoin. Alors, c'est son rôle de s'ajuster, d'être compétent, d'être à l'affût de l'information, de savoir utiliser l'ordinateur si c'est requis, ou avoir des compétences qui sont en lien avec les besoins de l'entreprise. Mais est-ce que peut-être des fois, dans un certain cas, les employeurs, je pense que de plus en plus, on tend à le faire, mais est-ce qu'on est de façon massive, de par les échanges que vous avez avec les employeurs, parce que vous faites un arrimage parfois là, entre justement ceux qui se cherchent un emploi et ceux qui donc sont les employeurs. Est-ce qu'on est encore vraiment prêt à faire des allègements, à savoir les horaires, par exemple, à accepter le télétravail dans certains cas? Est-ce que ça, c'est une réalité qui est quand même présente? On peut s'inspirer de la vie courante. Tant que je n'ai pas eu de problème, je n'aurai pas besoin de faire de changement. J'en suis pas conscient. Et ça n'est pas requis. Quand on a eu des problèmes, là, ça entraîne une réflexion. Les entreprises qui sont peut-être un petit peu plus ouvertes vont introduire des changements plus rapidement. Mais c'est comme n'importe quoi dans la vie. Hein? Tant qu'on n'a pas touché le fond du baril, ça ne remonte pas. Alors, si je n'ai pas eu de difficulté, parce qu'il n'y a pas eu de gens qui ont quitté, par exemple, bien, je ne me questionne pas sur cet aspect-là et les pratiques n'ont pas changé. Le jour où la situation se présente et que malheureusement, je n'arrive pas à trouver de candidats et de candidates, je vais être obligé d'assouplir un peu mes règles et de voir différemment. Vous savez, on part d'une époque aussi, il n'y a pas si longtemps. Moi, quand je suis entré sur le marché du travail, on nous formait en entreprise. Ouais. On commençait par des tâches ordinaires, puis là, on graduait dans l'entreprise. On devenait responsable d'un département, responsable d'une équipe, directeur et tout ça. Cadre. Oui, et cette possibilité-là n'existe plus présentement. Bien, est-ce que d'ailleurs la formation, parce que ça, pour l'employeur, c'est d'offrir de façon perpétuelle la formation à ses employés pour les maintenir à niveau, oui, au sein de l'entreprise, mais comme vous dites aussi, ultimement, les perspectives d'emploi, c'est une façon de contrer la pénurie de main-d'œuvre, de la rétention. Oui, mais en fait, il y a deux volets à ça. Il y a une formation soutenue à l'entrée, puis il y a aussi le maintien des connaissances ou la mise à jour des connaissances en cours de route. Il y a beaucoup de variables là-dedans. On est autant d'individus, on a autant de différences dans la façon de faire. La preuve, c'est qu'on achète tous des voitures différentes. Ouais. Donc, oui, mais par contre, pour répondre de façon plus claire, il y a des entreprises qui ont créé des programmes de formation, de mise à jour, qui ont aussi un accompagnement privilégié pour les personnes qui vont être introduites dans l'entreprise. Oui, et tant mieux, parce que ça crée des ouvertures. Vous savez, avec des changements, on peut s'attendre à d'autres choses, mais pas de changement, c'est statu quo. Il n'y a rien qui va évoluer à nulle part. Et si on revient, parce que là, on a beaucoup parlé du clan de l'employeur, mais je veux quand même aussi que l'employé se sente concerné par notre conversation actuellement, ceux qui veulent peut-être renouer avec le marché du travail, surtout qu'avec la période des fêtes qui s'en vient, il y a des emplois là, qui vont peut-être se créer ou qui vont peut-être être possibles pour les gens. De pouvoir se dénicher et comment mettre en valeur sa candidature, justement, parce qu'on veut qu'on se fasse choisir par l'employeur, on veut être cette perle rare pour l'employeur. Alors, comment peut-être, oui, il y a le CV, on l'a évoqué, mais quand même, il y a d'autres, j'imagine, moyens dont on peut procéder pour être repéré. Là. Si on procède dans l'ordre, oui, la réalisation du CV, vous avez tout à fait raison. Et le CV doit être selon les normes d'aujourd'hui et non pas réalisé par une connaissance, un ami qui a voulu se rendre disponible. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ça ne donne pas le même résultat. Par ailleurs, la connaissance de soi aussi permet de s'exprimer beaucoup plus facilement dans ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Il y a une question en entrevue aussi qui est importante. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? Et cette question? Si je n'ai pas réfléchi à ça, là, ce n'est pas évident. Donc, il faut se préparer. Moi, je vais être le meilleur. Moi, je vais être le meilleur pour vous autres. Là. Je vais être le meilleur. Bien sûr, Alexandre, j'entends. Maintenant, comment pouvez-vous le démontrer? Ah, parce que je vais être le meilleur. Oui, bien sûr. Je suis désolé, il subsiste un doute dans ma tête et malheureusement, bon, ça n'ira pas plus loin. Alors, vous comprenez très bien la situation. Je pense que quand on paye un certain prix pour un produit, pour un service ou encore pour l'embauche d'une ressource, on veut en avoir pour notre argent. Et ça, ce n'est pas parce que les employeurs sont méchants. C'est la réalité économique dans laquelle on vit présentement. Exact. Peut-être, justement, tu sais, je blaguais un petit peu, j'y allais un petit peu avec le côté de l'autodérision, mais c'est sûr d'y aller en disant, en évoluant, je vais être loyal, je vais être fidèle, je vais me donner corps et âme pour vous. Les valeurs de votre entreprise viennent vraiment beaucoup me chercher. Je me sens vraiment privilégié de me joindre à votre équipe. Ce sont tous, j'imagine, des choses qui peuvent être, disons, de bonnes réponses, de belles avenues, de belles pistes de réflexion pour ceux qui nous regardent actuellement. Je vais vous donner une explication qui va vous expliquer clairement. Est-ce que c'est indiqué sur l'offre d'emploi?
Pas nécessairement ça. Donc, ça devient des compétences complémentaires qu'on veut évoquer. Ouais. On parle du savoir-faire, du savoir-être. L'attitude. Oui, exactement. Maintenant, il y a des compétences techniques qui sont réclamées. Il y a un vocabulaire qui est approprié à ça. Et c'est de ça qu'on doit tenir compte pour être en mesure d'être une réponse satisfaisante. Le reste, c'est un complément d'information. Et de planifier, ça demeure souvent la chose est comme conclusion ensemble, M. Rivet, mais c'est d'aller vous voir chez Midi 40 parce que vous pouvez guider les gens également à planifier les choses, à bien construire leur aussi, par exemple, une entrevue. Pour certains, ça fait peut-être des années qu'ils n'en ont pas passé parce qu'ils étaient dans une entreprise depuis tellement d'années. Donc, les réflexes, tout ça peut nous aider en ayant des gens comme vous aussi. Vous avez tout à fait raison. Et ça se prépare, une entrevue, pour comprendre les enjeux, pour comprendre les besoins de l'employeur. Je dis souvent aux gens, plus vous allez comprendre les besoins de l'employeur, plus vous allez être capable de vous ajuster. Vous êtes une personne intelligente. Donc, il faut passer de l'autre côté et voir qu'est-ce que l'employeur attend, nonobstant ce que j'ai à offrir. Qu'est-ce qu'il attend? Hey, comment on peut s'ajuster dans cette situation-là? M. Rivet, merci beaucoup, puis on se dit à très bientôt. Au plaisir, Alexandre. Merci. Très heureux de pouvoir faire connaître les vertus puis évidemment les humains derrière la Fondation des jeunes de la DPJ et sa mission tout de suite par le biais de cette conversation qu'on aura avec la directrice générale qui est Fabienne Audette. Merci d'être avec nous, Mme Audette. Oui, bonjour, M. Trudel, ça me fait plaisir. Oui, et peut-être établir tout d'abord que la Fondation donc, des jeunes de la DPJ n'est pas la DPJ en tant que telle. Vous travaillez en collaboration, mais ce n'est pas la même entité, là. Tout à fait. Donc, en fait, nous sommes une entité indépendante avec son propre conseil d'administration, son équipe. On a la chance, par contre, d'être hébergés, nos bureaux, dans un centre jeunesse là, qui est situé à Montréal. Et on travaille en étroite collaboration avec les équipes de la DPJ, bien sûr. C'est comme ça que les demandes d'aide nous sont adressées. Donc, par les différents intervenants pour les jeunes. Mais on est indépendant. OK. Et comment on intervient? C'est-à-dire que comment la collaboration s'effectue dans le quotidien pour que les jeunes puissent connecter avec votre fondation là, du côté là, de chez vous, Fondation des jeunes de l'DPJ? Alors, bien voilà, on a 6 grands programmes. On soutient présentement de façon majoritaire les 5 000 jeunes qui sont pris en charge par la DPJ sur le territoire de Montréal et les familles aussi. Parce que sur les 5 000, il y en a quand même entre 50 et 60 % qui sont encore avec leur famille et pour lesquels parfois, notre aide va permettre de prévenir un placement éventuellement. Et ça, on cherche vraiment à prévenir les placements. On soutient les jeunes de 0 à 25 ans. À partir de 18 ans, ils sont plus pris en charge par la DPJ, mais on les soutient quand même pour faciliter leur transition vers la vie adulte de différentes façons. Je pourrais vous en parler tantôt, un peu plus tard. Mais les demandes sont vraiment adressées par les intervenants qui suivent ces jeunes-là. Et depuis quelques mois, on a aussi étendu notre aide au-delà de Montréal. Donc, parce qu'on faisait le constat qu'on était en mesure d'aider plus, de faire mieux pour les jeunes de la DPJ au Québec, puis on va se le dire, ils en ont et elles en ont besoin. Oui. Et donc, on a étendu notre aide, on a lancé un appel de proposition et présentement, on soutient 7 projets dans 6 autres régions que Montréal, qui sont des projets spécifiques pour les jeunes en transition vers la vie adulte. Laval en fait partie, donc? Laval en fait partie. On a les habitations L'Envolée qui ont fait leur inauguration en juin 2022, là, récemment, et puis qui ont 30 appartements supervisés avec de l'accompagnement psychosocial. Franchement, c'est un vrai bijou, c'est un super bel endroit. Et pour dire ça de façon très simple, là, c'est un modèle qu'il faudra qu'on reproduise massivement au Québec. On en a besoin beaucoup plus des habitations L'Envolée, là, partout. Ça fait quelques mois qu'ils sont ouverts. Ils hébergent 30 jeunes et déjà, ils ont une liste d'attente de 39 jeunes. Wow. Sauf qu'il faut savoir que quand un jeune rentre là, il vit là environ 2 ans. Donc, les 39 jeunes, ils vont attendre longtemps, là. Oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est ce que vous évoquez, c'est, dans le fond, comme une sorte de réinsertion à la vie
communautaire, puis en même temps une transition vers un travail, par exemple, vers une responsabilisation du jeune aussi, en ce programme-là? C'est comme une suite pour les jeunes qui ont été pris en charge par la DPJ. La majorité des jeunes qui vivent là sont des jeunes qui ont été sous la loi de la protection de la jeunesse. Okay. Mais il y en a d'autres aussi qui n'ont pas nécessairement été sous la loi de la protection de la jeunesse, mais qui vivent différentes difficultés. Et il faut savoir, 18 ans, c'est très jeune. Ben oui, il faut se poser des questions sur nos attentes comme société envers ces jeunes-là. Je veux dire, 18 ans, là, c'est extrêmement jeune pour voler de nos propres ailes. Donc, c'est comme un lieu où les jeunes peuvent aller s'installer. Ils ont du soutien à toute heure du jour ou de la nuit, mais en même temps, ils ont aussi une certaine indépendance, puis on vise à développer leurs différentes compétences. Puis ils ont une de sécurité. S'organiser, avoir un travail, aller aux études, se faire à manger, entretenir son appartement, tout ça, là. Et pour les jeunes qui ont été très institutionnalisés, parce que c'est ça, là, être placé pendant des années durant, là, c'est complètement perdre ses repères. Tu n'as aucun repère. Là. Aucun repère et ils vivent beaucoup d'isolement. Donc, de pouvoir être quand même avec d'autres jeunes qui vivent, tu sais, pas trop loin, l'appartement à côté, des intervenants disponibles, c'est vraiment essentiel. Ouais. Et les cas de vos interventions de la Fondation des jeunes de la DPJ, parce que là, on parle de réalité, de les champs d'action que vous pouvez intervenir, dont celui concret, celui à Laval, mais il y a des cas de gens qui sont passés, des jeunes qui sont passés par la Fondation et qui sont de retour, je vais le dire, dans une vie un peu plus normale, je dis entre guillemets, mais il y a des cas de réussite. Là. Je voyais une jeune Claudia qui a vécu des abus physiques et... Finalement, elle a été accompagnée d'un chien de soutien de la Fondation. Il y a plusieurs bienfaits et qui se perpétuent dans les années grâce à votre intervention pour leurs jeunes. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on permet. Dans le fond, les jeunes qui sont pris en charge par la DPJ, ils ont tous, je ne veux pas trop vous perdre dans notre jargon, mais ils ont un panier de services, c'est-à-dire un montant d'argent qui est dédié par l'État pour chacun des jeunes. Vous me suivez? Oui. Mais ce panier de services-là, là, on atteint rapidement le maximum, vous me suivez? Oui. Que ce soit pour l'habillement, pour les différents soins, pour les activités. Bon, alors nous, on est interpellés pour aller plus loin, pour aller au-delà. Donc, un jeune qui veut qui veut participer à une activité de soccer, on va l'inscrire au soccer, ça va développer son estime de lui-même, il va développer un nouveau réseau, il va se trouver bon dans quelque chose, des camps de jour spécialisés, des bourses d'études postsecondaires. On a du soutien pour les jeunes mamans. On a du soutien, comme je vous disais, pour les familles dont les enfants sont encore avec eux, OK? Et qu'on souhaite éviter des placements. Ça va être toutes sortes d'affaires. Là. Vous savez, des fois, les travailleurs sociaux débarquent dans une famille puis ils font différents constats. Les gens veulent apporter des changements à leur situation, sont investis dans un plan d'intervention, mais il manque de moyens. Un papa qui nous écrivait des remerciements parce qu'il n'est pas en mesure de faire des cadeaux à ses enfants, on l'a aidé. Oui. Et c'est toutes sortes de choses. Le temps file, mais je veux quand même qu'on indique aux gens qui se sentent interpellés par ce qu'on vient de jaser ensemble, Mme Audette, de quelle façon le citoyen peut intervenir et il peut contribuer financièrement de quelconque façon? Bien voilà, parce que dans le fond, ce qu'on dit, c'est on invite les gens à se mobiliser, à créer un grand cercle de bienveillance autour de nos jeunes au Québec. C'est une responsabilité collective qu'on a, ces jeunes-là. Ils sont 40 000. C'est pas tout le monde qui peut être famille d'accueil, malheureusement, parce que ça en prendrait plus, là, ou bénévole. Donc, nous, c'est là qu'on intervient puis qu'on dit, bien, vous pouvez faire des dons. Et il n'y a pas de petits dons. Nous prenons tous les dons et tous les dons sont utiles et servent à aider nos jeunes tout au long de l'année. Alors, Fondation Jeunes au pluriel DPJ, fondationjeunedpj.ca. Bien, tout est là, d'ailleurs, au bas de l'écran. Madame Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. Merci d'être passée nous en parler. C'est tellement nécessaire. Puis vous faites œuvre utile, c'est le cas de le dire, chez notre nouvelle génération, chez une multitude de jeunes. Alors, merci beaucoup. Merci de l'intérêt pour la cause. Bonne journée. Bonne journée. Pour votre information, ne serait pas la même émission sans votre contribution et j'aime vous savoir à l'écoute, j'aime vous savoir présent. Continuez de vous manifester
de différentes façons. Vous aimeriez qu'on aborde certains sujets, par exemple, à cette émission. Super facile, tvrl.ca, notre page Facebook aussi, autre courroie de transmission. Super simple pour vous. Je veux aussi vous rappeler qu'on est bien entendu sur YouTube aussi et aussi sur votre câbleau, soit entre autres le 609 avec Illico et sur Elix avec la chaîne numéro 9. Je veux remercier des gens qui contribuent vraiment, qui sont dans l'ombre, mais qui méritent vraiment toute votre attention. Jacques, Daniel également, il y a Tommy aussi sur le plan technique, Alain à la réalisation, Manon, précieuse Manon à la recherche. Et vous autres, continuez de nous supporter, mais surtout de vous faire plaisir parce que vous pouvez gagner à chaque semaine 3 500 $, 2 500 $ la carte pleine. Est-ce que vous avez votre carte? Ça, c'est aussi une autre excellente question parce qu'il vous reste plus grand temps, parce que vous savez que tous les dimanches, dès 9h30, c'est ce coup d'envoi de notre bingo. Profitez-en bien. On se dit à très bientôt et bonne semaine.